Bonjour et bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Aujourd'hui, un réflexe majeur. Je veux dire, il n'y a pas de réflexe qui ne soit pas majeur. Entendons-nous bien, tous les réflexes sont majeurs. C'est comme si je disais, voilà, dans l'alphabet, on va enlever une lettre qui ne sert à rien. À ceci près que dans l'alphabet, il y a des lettres qui reviennent plus fréquemment que d'autres. Et donc on serait sans doute moins ennuyé d'enlever du X que des A ou des E. Mais dans le développement du bébé, toutes les lettres, tout son alphabet moteur ont une importance égale. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui est plus ou moins importante que l'autre. C'est comme les organes dits nobles. Vous ne serez pas en meilleure santé, plus ou moins meilleure santé, si on vous enlève votre poumon, votre cœur ou votre cerveau, ou votre foie. Dans tous les cas, vous êtes mort. Voilà. Bon, sachant qu'il y a des organes moins nobles, on vous enlève la vessie, ce sera très embêtant, mais vous ne serez pas mort. Mais si on vous enlève un organe dit noble, vous êtes mort. Alors on ne peut pas dire que le cœur soit plus ou moins important que les poumons, ou plus ou moins important que le foie, ou plus ou moins important que le cerveau. C'est la même chose, je ne peux pas dire que le Moro est plus ou moins important que le RTAC, est plus ou moins important que le Lando, qui est plus ou moins important que ceci ou cela. Ils sont tous importants à un niveau ou à un autre dans le développement psycho, émotionnel, physique du bébé. Donc évidemment, si c'est un schème qui me concerne moi et que je n'ai pas développé, ça a l'air d'être un schème majeur. Si je l'ai bien intégré, ça a l'air d'être rien du tout. Parce que c'est devenu normal pour moi d'avoir accès à cette ressource. Donc aujourd'hui, le schème du jour s'appelle le réflexe de reptation de Bauer. Bauer s'écrit B-A-U-E-R. Réflexe de reptation de Bauer. On va tout de suite dire une chose importante, il faut bien distinguer le réflexe de reptation de Bauer qui existe chez le nouveau-né à la naissance de la reptation mature qu'on voit apparaître vers 8-9 mois chez les bébés. Ce sont deux choses différentes. Pourquoi ? Parce que la reptation de Bauer, c'est quand le nouveau-né est mis sur le ventre et qu'on place un soutien, on place nos mains sous ses pieds. Et si on cherche à pousser un peu dans notre main, le bébé il va contre-pousser, va pousser contre notre main et ça va lui faire un mouvement où il avance. Évidemment, au fur et à mesure qu'il avance ses pieds, on avance nos mains et il va continuer à prendre appui sur nos mains. C'est-à-dire qu'il y a une réaction qui se passe des pieds à la tête. Il va pousser sur nos mains et ça va lui faire avancer la tête comme une petite chenille. Ça, c'est la reptation de Bauer. Bien sûr, plus tard, quand l'enfant va se mettre à ramper, c'est différent. D'abord, c'est différent parce que c'est lui-même qui va activer le réflexe en utilisant son Babinski, avec le schème du Babinski. Ses orteils vont rentrer en contact avec le sol, il va pousser, il va utiliser l'allongement croisé, il va utiliser les réflexes de redressement au niveau du dos, comme le spinal de Galant, spinal de Pérez. Il va coordonner tout ça. Il va coordonner en fait une quinzaine de schèmes réflexes pour faire un métachème qui est la reptation organisée et contre-latérale pour aller vers un but, avec la tête redressée, etc. Donc on ne parle pas exactement de la même chose. C'est un peu comparer la marche automatique de Thomas, ce fameux réflexe que testent les pédiatres à la naissance, où on prend le bébé sous les aisselles, on le penche en avant et il fait des mouvements de marche vraiment très beaux à voir, mais qui est très différente de la marche mature plus tard, où l'enfant, à 1 an, fait ses premiers pas et puis ensuite marche volontairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une continuité, bien sûr qu'il y a une continuité. Ça veut dire que dès la naissance, le bébé est programmé pour la marche quadrupédique et pour la marche bipédique. Et qu'il va d'ailleurs s'appuyer sur ces deux schèmes, marche automatique, qui s'appelle d'ailleurs la marche automatique de Thomas, et reptation de Bauer. Il va s'appuyer sur ces deux schèmes pour organiser tous les mouvements de déplacement et tous les mouvements croisés ultérieurs. Et évidemment, ces deux schèmes, la marche automatique de Thomas et la reptation de Bauer, vont fonctionner en synergie. On peut dire que dès la naissance, on est à la fois quadrupède et à la fois bipède. Et d'ailleurs, évidemment, nous marchons, on a l'impression que la seule chose qui existe, c'est la bipédie, mais on a quand même plusieurs modes de déplacement en vérité.
L'humain a 3 modes de déplacement, même si à 99,999% du temps, il n'utilise que la bipédie. On a 2 autres modes de déplacement en plus de la bipédie. On a donc la quadrupédie. Dire, bah oui, mais c'est pas efficace, je ne marche pas. Comme ça, bah figurez-vous que moi j'ai été terrassé par un lumbago au mois de septembre. C'est pour ça que j'ai pris ces promenades régulièrement tous les jours d'1 heure pour me soigner en quelque sorte et éviter la récidive. J'ai besoin de plus bouger. Parallèlement, je fais de la natation 4 fois par semaine, natation et apnée. Et donc, quand j'étais terrassé par ce lumbago, bah, j'avais hâte de pouvoir me remettre à 4 pattes pour me déplacer, pour aller aux toilettes, pour aller attraper à boire, pour aller... Donc j'ai utilisé la quadrupédie, elle est toujours là. Si vous êtes comme moi, un tout petit peu jardinier, et ben vous allez beaucoup utiliser le 4 pattes pour arracher vos herbes dans les plates-bandes, les herbes indésirables, les adventices comme on les appelle, pour aller faire vos plantations. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous allez régulièrement vous mettre à 4 pattes pour être au niveau de vos enfants, pour vous déplacer avec eux, pour aller ramasser les jouets qui ont glissé sous tel ou tel meuble. Et donc vous allez spontanément vous mettre à 4 pattes et vous déplacer à 4 pattes. Vous n'allez pas faire des kilomètres comme ça, vous n'allez pas traverser, contrairement à vos enfants, les pièces de cette manière-là. Mais dans un mode de vie traditionnel, tribal, où presque tout se fait au sol, manger, préparer à manger, fabriquer vos outils, etc., le 4 pattes est un déplacement beaucoup utilisé. Presque plus de nos jours, mais quand même. Juste pour info, le 3e type de déplacement, c'est notre capacité à grimper, et en particulier grimper aux arbres, grimper à l'escalade. Nous l'avons tous fait, nous avons adoré faire ça enfant. Nous ne le faisons plus parce que nous ne sommes plus des cueilleurs, mais personnellement, j'aime encore grimper régulièrement dans les arbres, et en particulier quand les cerises sont là, les prunes sont là, d'aller grimper pour aller manger toutes ces bonnes choses dans les arbres. Et ça s'appelle la brachiation, la capacité de passer de branche en branche, comme nos amis les grands singes. Eux, c'est leur déplacement principal. Nous, on peut dire que c'est un déplacement évidemment secondaire, mais c'est en nous. On est capable de le faire, on est capable de grimper aux arbres. Et vous voyez bien qu'il y a une énorme différence entre votre chat qui monte dans les arbres avec ses griffes qui s'accrochent, il y arrive, puis ensuite qui peut se promener sur les branches dans l'espoir d'attraper, malheureusement ils y arrivent parfois, des oiseaux, et nous qui sommes beaucoup plus à l'aise pour grimper dans les arbres avec nos mains et nos pieds. Voilà, en tout cas, normalement on devrait être plus à l'aise, on est plus adapté pour ça. Donc bref, tout ça pour dire que la réputation de Bauer telle qu'on va la voir et la réputation mature sont 2 choses différentes, comme la marche automatique l'est. Alors quand je dis que c'est 2 choses différentes, ce sont les continuités l'une de l'autre, mais ayez en tête que ce que je décris dans un premier temps, c'est le réflexe de Bauer. Donc je l'ai dit, quand le bébé est mis sur le ventre, normalement il est censé être mis sur le ventre de sa mère lui-même, donc quand il est ventre à ventre. Suzanne Colson appelle ça mettre le bébé à la bonne adresse. Où est la bonne adresse du bébé ? Surtout pour le nouveau-né, sur le ventre de sa mère. Et il va de lui-même s'approcher des seins de sa mère, et ce sera ça la bonne adresse, près des seins de sa mère. Donc le bébé, quand il est placé là, il va être capable de soulever sa tête et de faire des mouvements de reptation. Et spontanément, si on dit rien à la maman, elle va mettre sa main sous le corps de son bébé. Donc son bras va lever son bébé, qui va prendre appui avec ses pieds sur les mains, sur les bras de sa mère, pour progresser. Alors certaines études l'ont mis, certaines recherches l'ont mis en évidence. Si on dit rien et qu'on demande aux mamans de rien faire, ce qui n'est pas du tout quelque chose qu'on recommande et qui est complètement anti-humain et anti-intuitif évidemment, mais dans des protocoles de recherche, on a posé des bébés tout simplement sur le ventre de leur mère en demandant à la mère de ne rien faire, de ne pas aider le bébé. C'est vraiment pas sympa, ni pour le bébé ni pour la mère, ça fait souffrir tout le monde, mais voilà. C'était pour mettre en évidence que le bébé, de lui-même, va ramper vers le sein. Il est attiré par l'odeur du sein et il est capable de se déplacer vers le sein. Il y aurait eu quelques... C'est très rare, mais... Donc il va ramper vers le sein, c'est ça qu'on veut dire. De lui-même, il va être capable de le faire, sans même le soutien des pieds. On a quelques cas dans la littérature médicale, je devrais dire médicale, policière ou je sais pas quoi, où par exemple une femme était seule lors de la naissance, et puis elle s'est évanouie ou était épuisée,
et où on voyait que le bébé était peut-être à 1,2 m du corps de la mère, hein, dans la mère qui essayait de rejoindre l'hôpital ou qui était seule chez elle et qui voilà, n'a pas pu avoir une sage-femme ou quoi que ce soit. Et où on a vu les traces où le bébé serait passé, déplacé de 1 mètre ou 2 pour aller rejoindre le corps de sa mère et s'y lever et aller téter de lui-même. Quand la mère était inconsciente ou quoi. Donc, voilà. Traditionnellement, et moi j'ai testé chez des bébés de quelques jours, après la naissance, vous mettez même le bébé à plat sur le sol, vous mettez votre main sous ses petits pieds et le bébé va repousser, redresser sa tête. C'est ça qui surprend les gens, hein. Il redresse sa tête du sol, il lève sa tête de quelques centimètres, il fait une extension et il pousse dans ses petits pieds. Donc vous voyez, quand on dit que le bébé ne peut pas tenir sa tête, tout dépend quelles conditions on lui donne. Des conditions qui permettent d'exprimer les réflexes ou pas. Encore une fois, ça nous indique que la posture va s'organiser des pieds à la tête. Et il y a aussi une organisation de la tête aux pieds, hein, ça marche dans tous les sens. Mais ce que je veux dire, c'est que quand les pieds du bébé rentrent en contact grâce aux des orteils, grâce au Babinski, grâce à l'allongement croisé et grâce à la réputation de Bauer qui coordonne plusieurs choses, eh bien la posture va aussi s'organiser des pieds à la tête. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est debout et quand on marche. Alors, ce réflexe, il apparaît quand on montre en tout cas qu'il est prêt à fonctionner à la 28e semaine in utero, dans le ventre de la mère. Donc ça fait 6 mois et demi. Alors c'est important ça parce que ça veut dire que les enfants qu'on appelle aujourd'hui prématurés ou grands prématurés, les enfants qui vont naître à 5 mois par exemple, ils ne vont pas avoir accès à ce réflexe à la naissance. Donc ils vont avoir des difficultés évidemment pour plein de comportements, y compris évidemment de toute façon l'allaitement et tout, parce qu'ils n'ont pas assez de maturité pour allaiter, pour téter eux-mêmes. Donc il va y avoir tout un tas de cascades d'événements qui ne peuvent pas se mettre en place parce qu'il y a, en vérité, il y a beaucoup de réflexes qui émergent dans le 3e trimestre. Il y a des réflexes qui apparaissent à la fin du 1er trimestre qui sont très connus, des réflexes hyper importants comme agrippement de la main, agrippement du pied, comme le moro, sont des réflexes qui apparaissent très tôt dans le développement. Le premier, pour info, le premier, c'est le réflexe de retrait qui apparaît en premier chronologiquement, qui est visible. Mais il y a aussi, pardon, je suis encore un petit peu malade, mais il y a aussi beaucoup de réflexes qui vont se mettre en place dans le dernier trimestre. Et donc, évidemment, quand on a de la prématurité, ces réflexes ne sont pas véritablement prêts à la naissance et ne pourront pas jouer leur rôle, ou très peu jouer, ou pas du tout jouer leur rôle à la naissance, ce qui peut, qui n'est pas obligé, entraîner une cascade de retard dans le développement de l'enfant. Une immaturité neuromotrice, comme l'appelle Blight. Enfin, Peter Blight, Sally Goddard. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi savoir que ce réflexe joue un rôle pendant la naissance. On le voit clairement. Il faut savoir que la naissance, c'est une danse entre le corps de la mère et le corps du bébé. C'est-à-dire que la mère va avoir un réflexe ou des réflexes qui est, Dieu soit loué, j'ai envie de dire Dieu soit loué, non contrôlable. Je m'explique, c'est-à-dire que la mère, à un moment donné, va avoir des contractions utérines. Contractions extrêmement fortes. On dit même que l'utérus, le muscle utérin, c'est le muscle le plus puissant du corps humain. Évidemment, ce n'est valable que pour ceux qui ont un utérus, ce qu'on appelle communément les femmes. Donc évidemment, les hommes, ça reste le muscle numéro 2. Donc le muscle numéro 2, le plus puissant du corps humain, pour info, c'est, sauf erreur de ma part, les masséters. Donc les muscles qui nous permettent de fermer la mâchoire et de broyer les choses. Donc chez l'humain en général, on peut dire que c'est le masséter, sauf que chez les humaines, le muscle le plus puissant, parce que c'est un muscle très fin comme ça, qui peut s'étirer énormément et qui peut exercer une force phénoménale pour éjecter comme ça, de manière où vous êtes passif, non volontaire, pour éjecter comme ça un bébé qui peut faire, et un bébé et un placenta,
qui peut faire qui fait plusieurs kilos à la base. Des fois, on a des bébés de 4 kilos ou quoi, c'est énormissime. Et qui doit sortir ça du ventre de la maman. Donc j'ai dit, Dieu soit loué, c'est involontaire. Pourquoi? Parce que si c'était volontaire, je pense que beaucoup de femmes ne voudraient pas activer, diraient stop, j'arrête d'activer ce réflexe utérin parce que la contraction est tellement violente, et évidemment parfois douloureuse. C'est pas une partie de plaisir forcément. Certaines femmes décrivent que oui, c'était un orgasme et tout, mais en tout cas de nos jours, c'est plutôt l'exception que la règle. Pour la plupart des femmes, c'est pas une expérience forcément très agréable. Mais, et donc on imagine, on va dire, non, je ne fais pas de contraction. Mais à ce moment-là, le bébé ne sortirait pas, ce serait horrible. Il faudrait décider, allez, je le fais quand même, mais ça va faire mal, non, je ne le fais pas, ce serait horrible. Et donc tout ça est totalement réflexe, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que la mère a dans son corps un réflexe pour faire sortir le bébé de son ventre. Alors, paraît-il, c'est encore assez mystérieux d'un point de vue médical, mais c'est une certaine hormone quand les poumons du bébé, je dis tout ça, c'est du conditionnel, auraient atteint une certaine maturité, donc le bébé est prêt à respirer, il sécrète une hormone qui va déclencher, qui va être balancée dans le placenta, donc dans le liquide amniotique ou je ne sais pas très bien quoi, et qui va engendrer des contractions utérines. Voilà. Et donc c'est le bébé qui dit toc toc toc, ça y est, je suis prêt, fais-moi sortir. Et le corps de la mère va spontanément, de manière réflexe, chercher à éjecter le bébé. Alors quand je dis éjecter le bébé, c'est justement là où je veux en venir, c'est qu'il y a une danse entre les deux. C'est-à-dire que le corps de la mère va envoyer en quelque sorte des signaux pour dire au bébé tu vas sortir. Mais le bébé, même si en médecine on l'appelle le mobile fœtal, on n'appelle pas ça un bébé, on appelle ça un mobile fœtal, nous on n'est pas d'accord avec cette dénomination, parce que la dénomination mobile fœtal sous-entend qu'un mobile, vous voyez ce que c'est, hein, ça pend passivement au mur, et s'il y a du vent, ça fait bouger, si on touche, ça fait bouger, mais de lui-même, il ne bouge pas. Alors que je suis désolé, le bébé va faire des mouvements en réaction aux contractions, et ces mouvements sont des réflexes. Le plus important, hein, si vous avez écouté ce podcast dans l'ordre, c'est le réflexe spinal de Pérez qui va faire que le bébé, face à la contraction, ne réagit pas comme au judo ou en aïkido en absorbant la force de l'adversaire, mais au contraire, le corps du bébé va se mettre en extension, il va se grandir entre guillemets face aux contractions utérines, et ce qui fait qu'il va pouvoir progresser. Mais il va rajouter le spinal de Galant qui fait un mouvement de reptation, il va utiliser tout un tas de réflexes pour tourner dans le canal de la naissance, comme le réflexe tonique asymétrique du cou, il va utiliser le RTL pour garder la position fétale, et puis ensuite il va faire une extension avec le RTL, puis le Moro pour quand sa tête sort, etc. Donc vous voyez, le bébé réagit au corps de la mère. Et évidemment, en fonction des mouvements du bébé, le corps de la mère va réagir d'une certaine manière. La mère va changer de position, va se mettre sur le côté, va se mettre à quatre pattes, va se mettre accroupie, ce qui va engendrer un certain nombre de déplacements de ce soi-disant mobile fœtal et un certain nombre de réactions réflexes. Et les contractions maternelles, s'il n'y a pas évidemment d'injection chimique de produits dans le corps de la mère, qui se retrouvera à plus ou moins forte dose dans le corps du bébé, si on n'interfère pas avec des produits chimiques, eh bien, il y aura aussi une interaction hormonale entre le corps de la mère et le corps du bébé, une régulation de l'intensité et de l'intensité et du rythme des contractions maternelles. Donc il va y avoir un dialogue, une danse, hein, on comprend bien, une danse entre le corps de la mère et le corps du bébé. Et dans cette danse joue évidemment le réflexe de reptation de Bauer. C'est comme si le bébé allait ramper dans le canal de la naissance. Et vous vous rappelez qu'on a vu le réflexe de Babinski. Il va utiliser aussi ses petits pieds, ses petits orteils pour pousser contre l'utérus et littéralement s'extraire du ventre de sa mère. Donc vous voyez, il y a tout un courant de femmes, d'expertes autour de la naissance qui disent que c'est pas juste le bébé est passif, le bébé va aussi s'extraire du corps de sa mère. Donc les deux sont actifs. Il faut sortir de notre imaginaire, surtout celle des femmes qui vont donner naissance. Il faut sortir de notre imaginaire le fait qu'il y a un bébé qui est passif et la mère qui fait tout. La mère est active, le bébé est actif, même si, entendons-nous bien, la plupart du temps, le fœtus, il dort pendant ce temps-là. Le fœtus, il fait que de dormir. Ça ne contrarie pas notre discours, au contraire, c'est bien de le soutenir. Les réflexes sont des réflexes, ce n'est pas de la motricité volontaire. Donc le bébé, les réflexes, ils agissent même quand le bébé dort. Quand un bébé dort, moi j'ai déjà eu des bébés dans mon cabinet,
Et parfois les bébés, ils sont en train de dormir, ça ne m'empêche pas de pouvoir évaluer ses réflexes. Le bébé est en train de dormir, je passe mon doigt sur son pied, je vois le babinski, je passe mon doigt sur son dos, et je vois le galant, etc. Je vois un certain nombre de choses. Certes, moins vif que s'il est éveillé, mais je le vois quand même. Donc le bébé va réagir et entre autres, il va ramper, parce que vous vous rappelez, ses pieds prennent appui sur l'utérus maternel. Ses pieds vont agir, le babinski vont agir, un réflexe qu'on verra plus tard qui s'appelle l'allongement croisé va être actif aussi, et ça va activer la réptation. C'est important parce que la réptation, c'est pas juste les pieds, c'est les pieds vont activer les épaules de l'autre côté et faire avancer la tête. Voilà. Alors, la réptation dite de Bauer, c'est-à-dire avec la stimulation des pieds du bébé qui fait avancer le bébé, on le voit jusqu'à 3 mois et demi de vie, donc après la naissance. On le voit encore pendant 3 mois et demi. Après ça, normalement, on ne le voit plus et on ne peut plus parler de réptation de Bauer. Quelques mois plus tard, le bébé va pouvoir ramper de manière volontaire, mais ce n'est plus exactement le même schéma. C'est logique. Donc on pourrait dire à quoi ça sert ? Évidemment, c'est un réflexe qui est hyper important à plusieurs niveaux. Alors avant tout, beaucoup de gens pensent qu'ils entendent réptation et se disent réptation, croisement de la ligne médiane, c'est un réflexe qui affecte la droite et la gauche. Alors non, pas d'abord. Plus tard, la réptation mature sera un mouvement croisé avec pieds et bras opposés. Alors là, on pourra dire que c'est un mouvement qui affecte la dimension de la latéralité droite-gauche. Mais de fait, la réptation de Bauer, c'est plus quelque chose qui va activer le bas et le haut du corps, qui va coordonner bas et haut du corps. Donc c'est plus quelque chose qui affecte la dimension que nous on appelle la dimension du centrage, la dimension haut-bas, plus que la latéralité. Et donc c'est intéressant parce que c'est plus un mouvement qui fait prendre conscience au bébé de son haut par rapport à son bas, ce qu'on appelle donc la dimension du centrage. Évidemment, il va falloir que le bébé soit bien centré pour ensuite pouvoir croiser la ligne médiane et mettre en place la latéralité, évidemment. Denison, il dit que dans l'ordre dont il voit les choses, lui, des 3 dimensions, c'est d'abord la mise en place de la sécurité avec les réflexes de protection, et donc c'est la dimension de la focalisation, avant-arrière, qui se met d'abord en place, puis c'est la dimension du centrage, au bas. Alors ça veut dire 1, c'est la sécurité physique, 2, centrage au bas, c'est la sécurité émotionnelle pour Denison, et ensuite 3, droite-gauche, la latéralité, et donc la mise en place de la cognition. Et c'est tout à fait logique, c'est d'abord le corps, puis les émotions, puis la cognition. Ce qui fait dire à Denison qu'un bon enseignant, c'est quelqu'un qui met d'abord en place, bon enseignant, c'est à l'école, mais c'est moi en train de vous parler, ou dans nos formations, ou c'est un parent vis-à-vis de ses enfants, ou un docteur vis-à-vis de ses patients. C'est des situations d'enseignement pour nous en IMP. Donc il crée un bon enseignant, un bon éducateur, un bon accompagnant en IMP, mais c'est d'abord la sécurité physique. Les gens se sentent en sécurité physiquement dans le lieu où on est, la bonne température, ils savent qu'on ne va pas leur taper dessus, ils se sentent en sécurité physique, 1, donc à l'école, 2, à l'école aussi, 2, la sécurité émotionnelle, pas de jugement, pas d'évaluation, pas de test, pas de choses qui vont générer de la honte, du rejet, de la peur. Donc vous voyez que là, il y a peut-être beaucoup de boulot à faire pour beaucoup de métiers et beaucoup à l'école surtout. Et seulement si ces 2 conditions, sécurité physique, sécurité émotionnelle, sont en place, alors pourra-t-on accéder pleinement à notre cognition, notre capacité à découvrir le monde. Autrefois, on parlait de la pyramide des besoins de Maslow. Aujourd'hui, on parle plus de la théorie polyvagale qui dit que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien qui va. Donc choisissez votre modèle. Denison, lui, il ne se réfère ni à l'une ni à l'autre. Il a mis ça en place en fonction du développement de l'enfant qu'il a observé. Lui, il n'est pas neurologue, il n'est pas psychologue. Maslow, c'était plutôt psychologue. Et il a eu une certaine vision du monde. Et puis, Stephen Porges, c'est plutôt l'aspect... il est psychologue aussi, donc j'allais dire... Mais c'est plutôt l'aspect neurobiologie. Plutôt neurobiologiste, psychologue neurobiologiste. Évidemment, entre Maslow, qui était quoi dans les années, désolé si je dis des bêtises, 60, et puis Porges, qui a développé sa théorie plutôt dans les années 90, en 30 ans, les avancées neurobiologiques sont gigantissimes. Peu importe notre modèle. Bon, je m'éloigne un peu de la répétition, mais je veux qu'à chaque fois qu'on parle des réflexes,
comme je le fais dans cette série de podcasts autour des schèmes réflexes, on élargisse toujours le discours et qu'on voit les choses en grand et qu'on replace tout ça dans toutes les connaissances qu'on enseigne en IMP. L'IMP, c'est très très vaste. C'est pour ça que j'appelle c'est un système simple, ça veut dire synthèse ou système d'intégration motrice primordiale ludique et éducatif. C'est pas juste une méthode de réflexe. On voit beaucoup de méthodes de réflexe de nos jours. Tout le monde veut apprendre les réflexes ceci, les réflexes cela. L'IMP, c'est énormément plus vaste. C'est replacer les réflexes à leur juste place dans une vision globale du corps, incluant un schéma corporel, incluant les émotions, incluant l'éducation, incluant le mode de vie, la société, etc. Donc, où en étais-je ? De dire que ce réflexe de réputation, c'est lié à la coordination globale du corps. Ça va mettre en place ensuite, grâce à cette structure, les mouvements croisés, donc c'est essentiel. Ça va mettre en place la bonne mise en place de la réputation, du quatre pattes et de la bipédie. Donc évidemment, lui-même, le réflexe de réputation de Bauer, comme on vient de le dire, n'est pas quelque chose qui active directement la latéralité, le croisement de la ligne médiane, mais ça va mettre en place tous les mouvements qui seront les mouvements de croisement de la ligne médiane. Alors, ça va ouvrir des perspectives gigantissimes. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans nos cabinets, allez, on va dire la quasi-totalité, une grande majorité des enfants qui nous sont amenés pour des difficultés de type scolaire présentent, alors évidemment c'est connu, tout un tas de réflexes pas intégrés. Étude après étude, recherche après recherche, on a cette connaissance. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des liens entre réflexe tonique asymétrique du cou, réflexe tonique symétrique du cou et les difficultés d'apprentissage, le moro, le réflexe tonique labyrinthique, l'agrippement et l'écriture, etc. Mais ce qu'on omet de dire, c'est que parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre, mais dans presque tous les cas, on a aussi la réputation qui n'est pas bien intégrée. Et donc ça va être très important pour nous de vérifier ça. Alors, en vérité, nous, dans nos cabinets, nous n'allons pas vérifier la réputation de Bauer à proprement parler. Parce qu'au niveau du pied, il y a d'autres réflexes qui ont pris le dessus et qui vont nous intéresser et qu'on va observer. Je vais les citer maintenant parce que c'est important d'avoir cette vue d'ensemble. Au niveau du pied, nous allons avoir le réflexe de retrait. Oui, c'est vrai, il existe, mais on ne va pas le tester à partir des pieds, on ne va pas l'observer à partir des pieds, le réflexe de retrait. Donc, on va plutôt voir sa contrepartie évolutive de réflexe de vie, qui est le réflexe de protection. On va avoir au niveau du pied le réflexe de Babinski, le réflexe d'agrippement plantaire, dont on a déjà beaucoup parlé dans des épisodes précédents, et nous allons avoir aussi le fameux allongement croisé. Et l'allongement croisé, évidemment, lié au réflexe. Le réflexe d'allongement croisé, on pousse sous le pied d'un bébé, et sa jambe opposée va faire une flexion-extension. Donc, c'est lié plus tard à la réputation. Donc nous, on va plutôt regarder ces réflexes-là. En revanche, la manière d'observer la réputation, c'est de vérifier si la personne a accès aujourd'hui à la réputation mature. C'est ça qui nous intéresse. Autrement dit, pour ceux qui connaissent un peu les différents trucs et le fameux Brain Gym de Denison, vous savez qu'une des premières choses qu'on fait, c'est demander aux gens en Brain Gym de se mettre debout et faire des mouvements croisés, le fameux cross-crawl. Est-ce que le gamin ou l'adulte est capable, debout, de lever un genou et de toucher ce genou avec la main opposée? Ça a l'air de rien, mais on s'aperçoit chez les enfants en difficulté scolaire, la quasi-totalité vont faire un mouvement homolatéral et pas un mouvement contralatéral. Et ça surprend les parents et énormément de gens. C'est-à-dire qu'on a des enfants de 10 ans, moi j'ai fait ça toute ma vie, des milliers d'enfants qui sont venus voir dans mon cabinet pendant 25 ans de cabinet, vu que ma formation initiale c'est le Brain Gym, les milliers d'enfants que j'ai eu dans mon cabinet, je leur ai tous demandé de faire le mouvement croisé. Et vu que ma spécialité, entre guillemets, c'était de travailler avec les enfants en difficulté scolaire, eh bien je peux vous dire que l'immense majorité, pas tous, mais l'immense majorité, on est à plus de 80%, vous leur montrez un mouvement croisé, il faut un mouvement homolatéral. Eh bien, ça se voit à l'horizontale aussi. Si on demande aux gens de se mettre au sol et de ramper, ils sont complètement paumés. On voit qu'ils n'arrivent pas à organiser bras droit, jambe gauche, on voit qu'ils n'arrivent pas à utiliser le pied, on voit qu'ils n'arrivent pas à redresser la tête, on voit que ces gens ne savent pas ramper. On devrait tous savoir ramper au sol. Pas évident, parce qu'on ne l'a peut-être pas fait depuis tout petit, sauf que c'est là dans notre corps. Tout comme peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas marché à quatre pattes, mais vous devriez savoir le faire. Si je vous demande de vous mettre à quatre pattes et d'avancer, vous devriez savoir le faire, n'est-ce pas?
Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer cette reptation, et cette reptation, tout comme le mouvement croisé debout, hein, c'est juste deux versions l'un de l'autre. À ceci près, c'est que debout, on va observer est-ce que j'arrive à croiser la ligne médiane ou pas, à toucher le genou opposé avec la main, alors que lors de la reptation, on va regarder plein d'éléments, nous. On va regarder le pied, on va regarder l'allongement croisé, on va voir le bassin avec un réflexe très important qui s'appelle le réflexe amphibien, on va regarder le dos, le réflexe de redressement de la tête, on va regarder tout un tas de choses, y compris les mains. Et tout un... Donc en fait, pour nous, le fait de demander à quelqu'un de ramper, enfant comme adulte, nous montre plein d'éléments et nous montre potentiellement plein de réflexes qui ne jouent pas leur rôle. Et donc, admettons que je demande à quelqu'un de ramper, je vois une dizaine de choses à la fois. Et admettons que je vois des choses au niveau du pied, je me dis, tiens, je vois qu'il n'utilise pas son pied. Est-ce le Babinski? Est-ce l'agrippement plantaire? Mais ça va me prendre à peine 10 secondes pour observer ça. Je vais m'apercevoir que c'est peut-être le Babinski qui n'est pas intégré. Et donc qui empêche la personne de ramper. Donc, en regardant la reptation, je vais pouvoir voir une dizaine de choses. Je vois, ah non, c'est le dos qui ne se redresse pas. Tiens, ça va me prendre moins de 10 secondes de passer mon doigt le long du dos et d'observer si c'est le réflexe spinal de Pérez ou le réflexe spinal de Galland ou le réflexe tonique labyrinthique. Si c'est au niveau de la tête, ça ne me prendra pas longtemps, un peu plus parce qu'à ce moment-là, je devrais demander à la personne de se mettre debout pour observer le réflexe tonique asymétrique du cou, à quatre pattes le réflexe tonique symétrique du cou, le RTL, le Moro, qui s'observe debout et ou allongé. Donc, vous voyez qu'en regardant quelqu'un ramper, ça me dit plein de choses. Mais évidemment, c'est la reptation dite mature que j'observe. Parce que pour avoir pu passer de la reptation automatique dite de Bauer à la reptation mature, il a fallu que j'inhibe une dizaine de réflexes et que j'active de réflexes archaïques et que j'active un certain nombre de réflexes de vie. Si l'enfant n'a par exemple pas inhibé vers 3 mois correctement son Moro, s'il se met sur le ventre et qu'il veut ramper plus tard, au moment où il redresse sa tête, ça active un peu son Moro, donc il veut redresser ses mains, enlever ses mains du sol, il va partir dans ce qu'on appelle en réaction de Landau, mais dans ce cas-là, il ne pourra pas prendre appui sur le sol, et soit il va reculer quand il va ramper, soit il ne va pas avancer du tout. Donc même chose, s'il n'a pas bien inhibé et mis en place un certain nombre de réflexes au niveau du pied, au niveau du dos, au niveau de la tête, au niveau des mains, il n'arrivera pas à ramper. Donc pour arriver à la reptation mature, orientée vers un but où l'enfant va vers quelque chose volontairement, eh bien il a fallu que déjà, parce que là on parle vers 8 mois à peu près, il a fallu que déjà un certain nombre de réflexes archaïques s'inhibent et qu'un réflexe comme un réflexe au niveau du bassin qui s'appelle le réflexe amphibien s'active. Donc vous voyez, il y a une grosse différence entre le réflexe de reptation de Bauer, qui est véritablement un réflexe, de la reptation mature, qui n'est plus un réflexe à proprement parler, mais ce que nous on appelle en IMP un méta-schème, un méta-réflexe, où je dois utiliser plusieurs choses combinées pour faire une belle reptation qui à ce moment-là devient contralatérale et qui est quand même différente de le bébé qui est mis sur le ventre de sa mère et qui cherche à avancer pour aller téter. Donc évidemment, si ce réflexe de reptation de Bauer il ne s'intègre pas au bon moment, c'est-à-dire on a dit vers 3 mois et demi après la naissance, donc si au bout de 4 mois il ne s'est pas intégré, on imagine bien que ça va affecter mon développement, mon 4 pattes, la bonne mise en place des mouvements croisés, la bonne démarche plus tard sur mes 2 pieds. Donc ça va affecter vraiment beaucoup de choses, mes coordinations homolatérales, bilatérales, et donc il y a de fortes chances pour qu'évidemment plus tard, quand l'enfant viendra et qu'il sera debout et que je lui demande de faire des mouvements croisés, il fasse des mouvements homolatéraux. Mais s'il fait des mouvements homolatéraux, ça veut dire qu'à l'école, la mémoire, la concentration, etc. risquent d'être fortement impactés. Et donc c'est comme ça qu'on peut dire, et que des médecins ont dit il y a très longtemps, des pédiatres, ils ne nous ont pas attendus pour dire ça, à quel point, alors les pédiatres disaient, le 4 pattes est important. Parce que les pédiatres savaient, j'ai envie de dire parler au passé, savaient que le 4 pattes était important dans la mise en place de la coordination droite-gauche, dans la mise en place du système visuel et de tout un tas de mécanismes posturaux. Et donc beaucoup de gens savent que c'est important que l'enfant passe par du 4 pattes. Aujourd'hui, il faut dire ce qui est, on est dans une politique de il faut inquiéter les parents de rien.
Et donc si vous dites, par exemple, mon enfant a une plagiocéphalie, il a le crâne tout déformé, ou il ne se retourne pas, ou il ne fait pas du quatre pattes, ou les médecins auront tendance à dire aujourd'hui, c'est pas grave, chacun se développe à son rythme, ne vous inquiétez pas, tout le monde se développe à son rythme. Alors que si vous dites la même chose à une psychomotricienne, elle va dire, aïe aïe aïe, attendez, l'enfant doit passer par un certain nombre d'étapes, et s'il lui manque des étapes dans son développement, on prend des risques. Donc ils ne disent pas, si vous ratez une étape, tout s'écroule, et voilà. Non, mais on prend des risques, et il y a des moyens de faire de la prévention. Donc au niveau de la plagiocéphalie, puisque je l'ai évoqué, il y a des pédiatres, des kinésithérapeutes pédiatriques, des ostéopathes, des thérapeutes manuels, éventuellement des chiroprateurs, qui peuvent faire des choses. Il y a des gens qui peuvent faire des choses. Le plus tôt on peut agir, le mieux c'est. Informez-vous. Pour ce qui est de l'enfant qui ne marche pas à quatre pattes, nous on a envie de dire en IMP, si on avait su observer, si on avait formé les parents correctement, et sans doute plus de personnel médicaux ou des crèches et tout, et nous le faisons, on est demandé dans les crèches régulièrement, on peut agir très très tôt. Et il y a des gens de crèche qui viennent se former chez nous, des directrices de crèche, des infirmières puères, des éducatrices qui viennent se former chez nous, et ils apprennent tout ça, et ils peuvent tout de suite détecter, dès les enfants en crèche, dès 3 mois, 4 mois, 5 mois, des tas de choses qui se passent, et d'agir avant que l'enfant ne marche pas à quatre pattes, et de vérifier tout de suite. Tout de suite, ils verront si le Babinski, le Moro, le RTL, le machin, le truc, joue son rôle et s'inhibe à l'âge prévu. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir faire des stimulations, des jeux, des activités qui vont aider à mettre en place tout ça. Et éviter que l'enfant se retrouve déjà grand, avec une incapacité à croiser sa ligne médiane et des difficultés langagières, coordination, et évidemment plus tard encore, si on n'a rien fait, difficultés dans sa scolarité. Et on voit ça fréquemment, malheureusement, comme je vous l'ai dit, les enfants qui ont des difficultés scolaires ont des difficultés, je dis même pas difficultés, des impossibilités à faire les mouvements croisés, à faire la répétition. Ça va affecter son rythme, etc. etc. Encore parenthèse que je suis obligé de faire à chaque fois, c'est très important. C'est pas la faute de la répétition que l'enfant a des difficultés scolaires. Je vais être très clair là-dessus. Et je le répéterai pour chaque réflexe. Il y aura 40 réflexes, 40 fois cette explication-là. Il n'y aura pas 40 réflexes, 30 et quelques. Pourquoi la répétition ne s'intègre pas? Pour des raisons dans la vie de l'enfant, dans son développement, dans le fait qu'il est allaité ou pas allaité, dans le fait qu'il est né par voie basse ou pas, dans le fait qu'il a été mis dans des dispositifs au lieu d'être porté à bras, dans le fait que ceci, que cela, dans l'alimentation de la mère, de comment s'est passée la grossesse, des milliers de paramètres affectent le développement d'un enfant. Ce sont la présence de certains paramètres de stress ou l'absence de paramètres qui permettent à l'enfant de bien grandir, qui sont la cause. Les réflexes ne sont que la conséquence. Et évidemment, ça va entraîner d'autres problèmes. Et c'est pourquoi il est important que tout le monde connaisse les réflexes. Parce que vous comprenez que l'orthophoniste, l'enseignant, le médecin, etc. va pouvoir observer les réflexes et tout de suite objectiver il y a des choses qui ne sont pas en place. Il manque des lettres dans l'alphabet de cette personne. D'où des difficultés. Mais ce n'est pas la cause. Les réflexes disent il y a donc une immaturité neuromotrice. Évidemment, il va falloir travailler sur ces schèmes, réflexes tels qu'on l'enseigne en IMP avec des centaines, ce n'est pas un mot au hasard, de techniques, de mouvements, de remodelage, etc. Mais en même temps, il faut parler de l'environnement. Voilà. Alors, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Beaucoup de problèmes aujourd'hui sont dus à la pollution, aux métaux lourds, aux PFAS, polluants éternels, aux bisphénols et autres perturbateurs endocriniens, aux carences alimentaires pendant la grossesse et avant même au niveau du père et de la mère. Enfin, on dit souvent la mère, oui, mais et du père. La formation des spermatozoïdes est importante. La spermatogénèse, vous avez des spermatozoïdes de mauvaise qualité, désolé messieurs, ça va être difficile de faire un bébé, excusez-moi, c'est violent, de bonne qualité. Mauvais matériel génétique, forcément il y aura des difficultés. Et aujourd'hui, la plupart des hommes ont une mauvaise alimentation, sont carencés, tout comme les femmes, évidemment. Les femmes, ça va affecter encore plus. Mais il ne faut pas
sous-estimer le fait, parce que les pères, on s'en fout des pères. Non, non, non. Les gens doivent tous les deux avoir une bonne santé, comment dire autrement, hein. Pour faire un bébé en bonne santé, il faut être soi-même en bonne santé. Alors évidemment, c'est pas du 100%, la génétique, c'est hyper complexe, sans quoi ce serait une catastrophe. Mais on le sait aujourd'hui, hein, scientifiquement, que l'état d'alimentation du père affecte aussi le développement du bébé plus tard. Bon, c'est un élément hein, par rapport au réflexe. Je n'ai pas dit que c'est la seule cause de non-intégration de réflexe. J'ai dit il y a 1000 paramètres. L'alimentation en est un, la pollution en est un, les métaux lourds, les machins, les trucs. Voilà, des milliers de paramètres. Mais il faut en parler. Il faut en parler pour faire de la prévention. Et il faut en parler aussi après pour changer l'environnement, changer le milieu, améliorer les choses. Voilà, j'aurais trop à dire. Alors je pourrais parler encore pendant, je regarde longtemps de ce réflexe, mais il faut le faire. Alors évidemment, là j'ai déjà évoqué, il y a des schèmes agonistes et des schèmes antagonistes. Il y a des réflexes qui vont aider la mise en place de ce réflexe, puis d'autres qui viennent le contrôler un peu, parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop non plus. Donc j'ai évoqué ce qui va aider la mise en place de la réaptation, c'est l'allongement croisé, le réflexe amphibien. Donc l'allongement croisé, c'est au niveau des jambes. L'amphibien, c'est au niveau du bassin. Le Babinski, au niveau du pied, vous le savez. Et puis, il va y avoir plus tard une coordination avec la tête et les membres, avec le RTAC et le réflexe tonique symétrique du cou. Évidemment, je vous l'ai dit, hein, s'il y a du moro, ça va gêner. Parce que le moro fait que l'enfant veut enlever ses bras. Et donc, ramper sans les bras, ça, c'est pas possible. Et évidemment, s'il y a un excès de réflexe tonique labyrinthique, ça va poser problème parce que je reste trop en position de flexion, trop écrasé sur le ventre de ma mère. Et je ne vais pas activer assez d'extension. Donc c'est surtout un réflexe tonique labyrinthique en flexion, mais aussi en extension, parce qu'on voit de plus en plus de bébés qui naissent avec un réflexe tonique labyrinthique en extension, les bébés qui sont très en extension, et bien donc là non plus je ne peux pas ramper, il faut que j'ai quand même pas mal de contact avec le corps de ma mère. Donc trop, je reste écrasé et je ne peux pas ramper, trop de flexion, et trop d'extension, je suis trop relevé, et ça tire trop dans le dos et je ne peux pas avancer non plus. On parle de bébés scorpions parfois, hein, des bébés qui ont les jambes arquées en arrière, tout le dos arqué. On voit de plus en plus de bébés dits scorpions, ou en banane, ou tout tordu dès la naissance. Je vais raccourcir un peu les choses, mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur comment progressivement le bébé il passe de la phase de la naissance. Donc ça, vous le retrouvez dans les manuels de cours d'IMP. Je vais pas vous le décrire maintenant, c'est passionnant hein, de comprendre cette évolution. Comme pour tous les réflexes, c'est pas un jour le bébé fait de la réaptation de Bauer, puis il se réveille un bon matin, à 3 mois et demi plus un jour, et pof, il n'a plus de réaptation de Bauer. Évidemment, il va y avoir, comme tout dans le développement humain, une progressivité, étape après étape, entre le réflexe de réaptation pendant le processus de la naissance à la réaptation mature. Il va y avoir plein d'étapes où de temps en temps il utilise plus le haut du corps, plus le bas, puis progressivement il coordonne droite et gauche, puis à un moment donné il utilise son bassin, puis il rampe de manière plus forte et volontaire, etc. Donc toutes ces étapes peuvent se lire dans les manuels d'IMP, hein, c'est très intéressant. Donc en résumé, au niveau des fonctions clés du réflexe, je vous ai dit, c'est la mise en place de la coordination globale du corps, pardon, et plus tard de ce qu'on peut appeler la bipédie croisée, de la contralatéralité. Et il y a quelque chose que je n'ai pas dit, qui est quand même majeur. C'est cet aspect cognitif. Vous savez bien que chaque schème a une composante cognitive, mais ici elle est énorme, elle est énorme. Pourquoi ? Alors souvent on associe ce que je vais expliquer aux 4 pattes, mais la réaptation est là avant. La réaptation c'est le premier vrai déplacement. Alors je sais que dans les formations, et les psychomotes ont raison aussi d'insister là-dessus, le premier déplacement du bébé, véritablement, c'est quand le bébé se retourne sur lui-même. Vous savez bien qu'à un certain âge, il est hors de question de laisser le bébé seul sur la table allongée, parce que vous allez le retrouver par terre et vous allez vous retrouver aux urgences. Nous, personnellement, on préconise de ne pas utiliser de table allongée. C'est pas mauvais pour les parents de s'accroupir et de mettre les bébés par terre, bon sang. Pas difficile, ça vous évite d'acheter une table allongée, on ne sait pas où la mettre. Dans la salle de bain ou quoi, ça gêne tout le monde, ça coûte cher. Simplement, vous mettez une serviette de toilette au sol, vous vous accroupissez, vous changez le bébé au sol. Où est le problème ? Si en tant que jeune parent, vous n'êtes pas capable de faire ça, ok. Donc voilà, juste un truc pour économiser de l'argent, de la place chez vous. Moi, j'ai jamais fait autrement que changer le bébé
avec une serviette de toilette au sol. Il n'y a plus aucun danger à ce moment-là que le bébé tombe. Et donc justement, vous posez le bébé par terre, vous le posez bien au milieu de la serviette, et puis vous retournez pour attraper une couche ou quoi que ce soit, et tout d'un coup, vous voyez le bébé, il est sorti de la serviette, il a roulé sur lui-même. Il a utilisé son réflexe tonique asymétrique du coup, il voyait quelque chose. Ils sont très curieux les bébés, hein. Il tourne sa tête, il voit, hop, et il s'est retourné sur lui-même, et il s'est déplacé. Donc le premier déplacement véritable, alors évidemment j'ai dit c'est la réputation de Bauer à la naissance, mais c'est pas un mouvement volontaire, c'est un mouvement réflexe, c'est l'odeur du sein, le corps de sa mère qui fait avancer le bébé, tout comme il avance de manière réflexe dans le corps, dans l'utérus maternel pour sortir du corps de sa mère. Et tandis que là, dans le retournement, c'est sa curiosité, c'est sa cognition qui l'a attiré latéralement. Alors oui, c'est son premier déplacement, c'est vrai, c'est majeur. Plus il va croiser la ligne médiane, il va coordonner tout un tas de choses. Pour nous, en IMP, c'est quelque chose sur lequel on insiste énormément. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence entre je me retourne, ce qui me fait me déplacer, et je rampe, où là, je vais aller vraiment dans un lieu volontairement. Alors, ce sera encore plus vrai avec le 4 pattes et ce sera encore plus vrai avec la bipédie, mais pourquoi tout ça est important? Pourquoi tous ces déplacements sont importants psychologiquement? Parce que c'est deux choses. Un, je suis capable de manière autonome d'aller chercher quelque chose que je veux aller chercher, explorer, voir. Je vous ai dit, le bébé il est curieux, il voit un truc, vous le posez au sol, il veut y aller parce qu'il est curieux. Donc c'est sa curiosité. On appelle ça l'orientation cognitive. C'est un réflexe en IMP, on considère cette orientation cognitive comme un réflexe de vie. Et on étudie ça et on le travaille en IMP. Et en même temps, ça peut être juste pour une satisfaction émotionnelle. Il voit de la nourriture, il peut y aller. Donc il y a le désir d'aller quelque part pour une satisfaction émotionnelle et ou cognitive, mais aussi il y a la possibilité de m'éloigner de quelque part où ça ne me convient pas, où je ne suis pas content. Donc vous voyez que les premiers déplacements, alors qu'on dise, qu'on chipote sur le retournement ou la reptation, et évidemment plus tard le 4 pattes et la bipédie, c'est énorme, parce que psychologiquement, c'est je peux aller vers ou m'éloigner d'eux. Vous comprenez comment dans la formation de mon mental, de ma psychologie, c'est énorme. Je peux aller explorer, je peux aller chercher de la nourriture, je peux aller jouer quelque part ou m'éloigner d'un endroit qui ne me plaît pas. Dans la création du monde psychologique, c'est phénoménal. Et donc, oui, ça a commencé d'une certaine manière avec le retournement, mais c'est vraiment la mise en place sérieuse avec la reptation, qui est vraiment un déplacement qui va nous servir toute notre vie. Donc c'est une phase de découverte, de prise d'autonomie qui est énorme. Alors le fait qu'on mette en place ces mouvements de reptation, plus tard qui vont évoluer vers la reptation mature, va permettre d'intégrer deux réflexes majeurs qui sont le réflexe tonique symétrique du cou. J'aurais dû dire d'abord le réflexe tonique asymétrique du cou, RTAC, et le réflexe symétrique du cou, RTSC. Ce sont des réflexes majeurs, essentiels pour notre développement, mais qu'il convient d'inhiber à un moment donné. Et la reptation va participer à l'intégration de ces réflexes, vont faire en sorte que comme le bébé tout d'un coup apprend à ramper, il va croiser sa ligne médiane et il va abandonner le RTAC et le RTSC. Et ça c'est majeur. Et on dit même qu'il nous faut 6 mois de 4 pattes pour pouvoir pleinement intégrer en particulier le réflexe tonique symétrique du cou. J'en parlerai plus tard, mais sachez que c'est majeur. Et quand on dit 6 mois de 4 pattes, évidemment, les gens disent non, mais un bébé, ça ne fait pas 6 mois de 4 pattes. Et non, évidemment, il va commencer à faire du 4 pattes à 10 mois, 11 mois, puis il va faire ses premiers pas à 12, 13 mois. Et il fait ses premiers pas, mais il fait majoritairement du 4 pattes. Il fait quelques pas, il se tient à une chaise, il meuble, comme on dit. Et puis il voit sa maman à l'autre côté de la pièce ou son papa. Il veut y aller, il se met à 4 pattes et il va à 4 pattes traverser la pièce et puis il se remet là-bas debout. Il peut faire quelques pas avec un jouet dans les mains et puis hop, il se met à 4 pattes. Donc il va, pendant plusieurs mois, il va mixer les deux. Et il lui faut encore pas mal de mois pour que la bipédie devienne majoritaire. Donc quand on dit 6 mois de 4 pattes, ça ne veut pas dire 6 mois de 4 pattes exclusifs. Ça veut dire 6 mois pendant lesquels il a exploré le 4 pattes. Et puis au début de ces 6 mois, il fait que du 4 pattes. Et vers la fin de ces 6 mois, il fait plus rarement du 4 pattes et de plus en plus de marche bipédique. Puis à la fin, il ne fait plus que de la marche bipédique.
Donc, du coup, la réputation va être très impliquée dans tout ce qui est les capacités d'apprentissage, le croisement de la ligne médiane, donc la mise en place de la bilatéralité, donc tout ce qui est la créativité. Voilà, et je vous ai dit que ça connectait le haut et le bas du corps, ça c'est important. Et évidemment, les réflexes de vie qui vont contribuer à maintenir tout ça en bon ordre, ça va être les fameux réflexes dits de gravité, de stabilité, de centrage, etc. Quoi vous dire encore sur ce réflexe? Plus grand chose, hein. On a fait un peu le tour. Si, encore des choses à dire, mais bon, il faut faire les cours. Dans les cours d'IMP, vous aurez dans les manuels de cours un peu plus de détails pour ceux qui veulent mieux comprendre un peu les différentes étapes. Alors, ça, personnellement, je ne connais pas ça par cœur pour la bonne raison que je travaille rarement avec des bébés. Je travaille plutôt avec des enfants qui ont 8-10 ans, chez qui on a détecté des difficultés d'apprentissage. Et puis, pour parler de la réputation, je vais leur demander de ramper. Je vais voir qu'ils ont du mal à ramper. Ça va me permettre de voir quel réflexe il faut travailler. On va travailler ce réflexe et puis voilà. Mais on forme des gens qui travaillent en crèche. Et ça me fait tellement chaud à mon cœur. Parce que vous comprenez bien que si vous avez un bébé qui a 3 mois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mois, vous ne devez pas regarder la même chose. Si vous voyez le bébé qui rampe à 3 mois, si je puis dire, qui est mis sur le ventre à 3 ou 4 mois, et puis à 5 ou 6 ou à 7 ou 8 ou 9, il faut apprendre à regarder des choses différentes. Et ça, c'est dans les manuels de cours. Est-ce que l'enfant se développe correctement, met bien en place correctement ces différents schèmes réflexes? On a des tableaux en couleur et tout qui montrent un peu tout ça. Et puis pour chaque schème réflexe, on décrit dans les manuels de cours ce qu'on est censé voir. Et donc, ça aide beaucoup tous ces personnels-là des crèches qui disent « Ah tiens, là », parce qu'elles voient l'enfant pendant plusieurs mois, de toute façon, tiens, il est bien dans ces différentes phases de développement. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc moi, évidemment, si je travaille avec les bébés, ce serait impératif que je le connaisse pour dire, tiens, voilà. Alors, des fois, ça m'est arrivé dans mon cabinet qu'on m'amène un enfant qui a, par exemple, 8 mois. Alors, ça m'est arrivé, c'est parfois des parents qui m'amènent un enfant qui a tant de mois et qui disent, je voudrais que vous vérifiez que tout se passe bien. Et moi, à ce moment-là, je dis toujours, est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez des raisons de douter que les choses ne se passent pas bien? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Est-ce qu'il a l'air bonne santé, éveillé, tout? Il dit oui, tout va bien. Bon, alors tout va bien. On va pas chercher les petites bêtes là où il n'y en a pas, vous voyez. Mais bref, si on m'amène un bébé de 8 mois, je vais regarder d'abord dans mes livres, dans mes manuels de cours, qu'est-ce que je suis censé voir à 8 mois exactement. Alors quand je dis qu'est-ce que je suis censé voir, il faut entendre qu'est-ce que je suis censé voir et surtout qu'est-ce que je suis censé ne pas voir. Autrement dit, quels sont les réflexes qui sont censés être actifs à cet âge-là et quels sont les réflexes qui ne devraient plus être là. Et à 8 mois, il y a tout un tas de choses qui ne devraient plus être là, comme le fameux réflexe de Moro, ou même comme le fameux réflexe tonique asymétrique du cou. À 8 mois, je ne dois en voir aucun résidu. Et si j'en vois, je sais que on va pouvoir aider cet enfant. Voilà des petites choses sur ce réflexe. On pourrait imaginer ce réflexe de réputation, et en particulier demander à quelqu'un de ramper dans notre cabinet, si je puis dire, ou à l'école, on le fait beaucoup nous, quand on va dans les écoles. On pourrait on pourrait considérer cet réflexe de réputation comme une porte d'entrée en IMP. C'est-à-dire, je pourrais très bien dire à quelqu'un que je ne connais pas, qui vient me voir pour la première fois, ramper. Et en regardant les personnes ramper, je vous assure, et on apprend ça pendant les séminaires en IMP, alors je ne sais plus de tête dans quel séminaire en IMP on enseigne la réputation, honte à moi, je devrais le savoir, mais... si, je crois, si, c'est dans Connexion primordiale, le 2e séminaire. Connexion primordiale, c'est XP pour les intimes. Donc quelqu'un que je ne connais pas, je peux lui demander de ramper. Et là, je vais voir plein de choses. Je vais voir l'expression de plein de choses, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Je vous dis une douzaine, 13, 14, 15 choses que je peux voir rien qu'avec ça.
Ça veut dire rien qu'en demandant à quelqu'un de ramper, j'ai plein d'éléments qui vont me suffire déjà pour vérifier la mise en place, pour voir si tout ça s'est bien mis en place et pouvoir aider la personne de la tête aux pieds ou des pieds à la tête et de pouvoir travailler sur plein de choses et lui proposer plein d'activités. Donc vous voyez, des fois on se dit comment je peux faire, est-ce qu'il faut faire un bilan, est-ce qu'il faut faire ceci, il n'y a pas de bilan en IMP, je vous l'ai déjà dit. Comment on fait? Il y a plein de manières et ça commence toujours par demander à la personne de bouger de telle ou telle manière et de regarder la personne bouger. Il y a des gens qu'on forme, moi je suis moins fort pour ça, parce que je suis pas de formation de kinésithérapeute, je n'ai pas de formation de podologue ou de posturologue, mais nous on a formé plein de gens qui, plutôt que de regarder la répétition, même s'ils vont beaucoup l'utiliser, vont commencer par la marche bipédique, ils vont demander à la personne de marcher, et en regardant la personne marcher, ils ont d'un point de vue de l'IMP une quinzaine, une vingtaine de choses qu'ils peuvent voir, et de tout de suite commencer leur travail via l'IMP sur tous ces paramètres-là. Moi j'en suis incapable, je ne sais pas, je sais évaluer un certain nombre de choses quand je regarde quelqu'un marcher. Avec Ludivine, on adore le faire souvent. On se promène dans la rue, on voit des gens marcher ou courir, et on dit tiens, là et là, regarde. Et on voit tel et tel réflexe qui n'est pas intégré en regardant la démarche d'une personne ou sa manière de courir. Mais c'est voilà, quelques paramètres. Alors que quelqu'un de bien formé ou quelqu'un qui est formé aux préférences naturelles, préférences motrices de chez Volodalen ou quoi, il voit aussi pas mal de trucs terriens, aériens, extension, telle et telle chose. Et comme on les forme aussi au réflexe, ils apprennent à voir aussi un certain nombre de choses à ce niveau-là. Mais bon, moi j'avoue que je suis assez pas très bon pour ça. En revanche, j'apprends beaucoup de choses à regarder la personne à ramper. Et là, je vois beaucoup de choses. Donc c'est une sorte de porte d'entrée. Il y en a d'autres, il y a plein de portes d'entrée en IMP, donc en fonction de vos goûts, en fonction de avec quoi vous êtes plus à l'aise, et puis évidemment en fonction de votre formation initiale. Vous allez préférer ou être plus à l'aise pour faire telle et telle chose. Encore une fois, si vous êtes kinésithérapeute, évidemment, vous avez l'œil exercé pour regarder la posture, pour regarder la marche de la personne, et vous pouvez mettre en lien tout ce que vous savez déjà avec ce qu'on fait en IMP. Donc c'est assez intéressant. Et là, si vous m'entendez, je suis ouvert une boîte à livres qui est là au parc. Et je regarde des gens mettre des choses assez incroyables dans les boîtes à livres. Donc je m'arrête devant les boîtes à livres. Oh là, génial. Oh, des petits trucs. Ne vous inquiétez pas, je remettrai des livres dans cette boîte à livres. Alors, est-ce que vous voulez le manuel de droit civil tome 1 ou institution juridictionnelle ou procédure pénale? Je crois que quelqu'un fait des études de droit, cours d'Alloz, procédure civile, et n'a plus besoin de ces manuels, et puis les amis là. Oh, le journal de Bridget Jones, vous le voulez? Il est là, il faut venir à Caen pour ça. Donc voilà, en IMP, on a plein de portes d'entrée. En fonction de votre métier, en fonction de votre œil, en fonction de vos préférences, vous allez pouvoir utiliser telle ou telle porte d'entrée. Et moi, j'adore la porte d'entrée de la réputation. Ce qui me permet de dire que la porte d'entrée en IMP n'est pas forcément d'observer d'abord les réflexes archaïques, les uns après les autres, dans une sorte de pseudo-bilan que nous contestons. Pourquoi on conteste ça? Parce que en IMP, on trouve que ça n'a pas de sens de faire un bilan tant qu'on n'est pas sur un objectif. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, si vous faites des observations de réflexes à blanc, à neutre, vous allez voir un certain nombre de choses qui n'ont jamais été intégrées chez la personne. Mais vous ne verrez pas, et donc vous ne respecterez pas les principes de la théorie polyvagale, qui est de vérifier si la personne est en sécurité ou pas. Donc selon comment la personne se sent dans votre cabinet, en sécurité ou pas, ça va activer tel ou tel réflexe, parce que les réflexes s'activent ou s'inactivent en fonction du sentiment de sécurité ou d'insécurité. Donc ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est évidemment faire en sorte que votre cabinet est en sécurité. Alors là, si vous, évidemment, c'est ce qu'on veut, mais à ce moment-là, vous n'allez pas voir les choses qui se manifestent quand la personne est en insécurité. Donc ce qu'on veut faire, c'est créer un environnement sécure, où la personne se sente bien, dans lequel on va lui demander de se mettre dans la situation dans laquelle elle veut s'améliorer. La lecture, l'écriture, mais aussi jouer de la musique, faire du sport, aller voir son patron, communiquer avec sa femme, et on va demander aux gens de mimer la situation. En restant sobre, parce qu'il faut rester dans ce contexte de globalité de sécurité. Et dans cette situation, une fois qu'on a mis la personne dans cette situation, seulement à ce moment-là,
on va observer ces réflexes. Donc pour nous, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens d'observer les réflexes à vide si on ne met pas les gens dans une condition spécifique. Parce que les réflexes, c'est un système dynamique. Je devrais dire, le système réflexe, c'est un système dynamique qui réagit en fonction du sentiment de sécurité que l'on a ou pas. Et c'est pourquoi on comprend très bien qu'un enfant qui, à l'école, a des tas de réflexes non intégrés, qui ne va pas bien et qui n'arrive pas dans telle ou telle matière, dans telle autre matière peut très bien fonctionner. Ou dans une activité proche mais hors de l'école peut très bien fonctionner. Vous dites, je comprends pas, c'est qu'il fait exprès. Non, c'est qu'il fait pas exprès. Si vous devez, par exemple, vous êtes au club de sport avec vos amis, vous exprimez devant des gens que vous connaissez avec qui vous faites du sport et vous sentez bien que vous devez vous exprimer lors d'une soirée et tout, vous allez être capable de parler peut-être devant 20 personnes d'un coup, alors que si tout d'un coup, à votre boulot, devant votre patron, on vous demande de faire un exposé, vous vous sentez jugé, évalué devant toujours 20 personnes, ne me dites pas que vous fonctionnez pareil dans les deux cas de figure. Vous voyez ? Je finis ma balade, j'ai une toute petite passage là qui est toujours délicat au niveau voiture. Donc vous voyez, ça fait toute la différence, c'est la mise en contexte. Donc on ne peut pas dire que mon système réflexe, mon système de stress, mon nerf vague va réagir de la même manière selon que je suis dans telle ou telle situation. Si nous, dans nos cabinets, on ne tient pas compte de ça, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de la physiologie, de la psychologie, des émotions, et qu'on veut faire un bilan comme ça, qui serait neutre. Alors, demander à la personne de se mettre dans un état neutre. Donc quand on fait des IRM avec les gens, on ne leur dit pas pensez à rien, ça ne marche pas. On leur donne toujours une tâche. Écoutez cette musique, regardez ça, faites des additions. Et on leur donne une tâche. Le cerveau, on ne peut pas dire aux gens ne pensez à rien. À ce moment-là, on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer, et donc on ne sait pas ce qu'on est en train d'évaluer, de tester. Donc quand vous faites un bilan réflexe à neutre, ça n'existe pas, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de tester et d'évaluer. La personne, est-ce qu'elle est en train de penser à la raison pour laquelle elle vient vous voir ? Est-ce qu'elle pense à la pluie au beau temps ? Donc c'est le fait de mettre en situation qui va créer toute la différence. Donc voilà, c'était pour dire que nous, on va demander à la personne de ramper, mais en imaginant que devant elle, il y a son objectif. Là-bas, il y a le truc que je veux atteindre, vous devez aller là-bas. Là-bas, il y a votre patron. Là-bas, il y a le livre de maths. Là-bas, il y a telle et telle chose. Et on demande à la personne d'avancer vers son objectif. On la met dans la situation. Et face à cette situation, on regarde comment elle organise sa réputation. Ou sa marche bipédique, si c'est ça qu'on observe. Vous savez bien que vous marchez différemment selon que vous allez à un rendez-vous aux impôts ou à un rendez-vous amoureux. C'est exactement la même chose qu'on va faire dans nos cabinets. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'exprime en termes de schème. Et c'est avec ça qu'on travaille. Voilà une spécificité de l'IMP sur laquelle je reviens tout le temps et que je continuerai à revenir pour vous dire que l'IMP sont depuis un an à peu près déjà notre slogan, c'est de dire l'IMP au-delà des réflexes. On a intégré les réflexes dans une vision globale et tant qu'on n'a pas cette vision globale, on ne fait pas l'IMP quoi. Et ça, c'est important, c'est très important. On a évidemment une philosophie depuis la création de l'IMP qui s'appuie sur beaucoup de choses, mais il faut être concret. L'IMP, ce n'est pas les réflexes. Je n'ai pas appelé ça méthode d'intégration des réflexes. J'ai appelé ça intégration motrice, et le mot plus important ici, c'est primordial. Voilà, mais là, je vais m'éloigner du sujet. C'est bien assez pour aujourd'hui, un podcast d'à peu près 1 heure. Mais je pense que ce réflexe de réputation de Bauer et son lien avec le réflexe de réputation en nature nécessitait bien un podcast d'1 heure. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de réflexes. Il y aura quelques réflexes qui seront plus courts, effectivement, dans leur explication. Mais vous verrez qu'il y en a peu, parce qu'ils sont tous passionnants, et ils sont tous importants. Et tout comme on pourrait passer autant de temps à expliquer chaque lettre de l'alphabet, si je puis dire, ils sont tous importants. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup de m'accompagner dans ma promenade.